Bonjour à toutes et à tous, c'est Bastien Fievé de Fievé Accompagnement. Aujourd'hui, je suis avec Frédéric Fievé et je lui posais quelques petites questions pour qu'il élabore au niveau d'un sujet que je lui laisse encore secret. Donc, Frédéric, merci de répondre à mes futures questions et je voulais commencer par te demander en fait, tu as eu ce qu'on peut appeler de nombreux métiers au cours de ta vie. Oui. Et j'aurais voulu savoir, donc un nouveau qui vient de se créer il y a quelques mois avec ton entreprise. Je voulais savoir quelles étaient au cours de ta vie tes motivations pour justement faire évoluer ta pratique professionnelle, et quand on prend celle de départ et celle de maintenant, il y a quand même une grande différence, et comment tu expliques ce changement, ces différents changements? J'ai commencé ma quête d'être humain et ma quête professionnelle comme kinésithérapeute. Très rapidement, et peut-être en amont de mon début de kinésithérapeute et de mes études de kinésithérapeute, moi j'étais intéressé déjà par tout ce qui était médecine alternative, et puis j'avais un intérêt pour tout ce qui était de l'ordre du mystère, les choses un peu mystérieuses que la science n'expliquait pas, que l'on pouvait ranger dans les catégories de la religion, de l'ésotérisme, de la psychologie. Enfin, voilà, j'avais l'intérêt marqué pour ça. Donc j'ai commencé des études de kinésithérapie, et rapidement j'ai entendu parler de l'ostéopathie, et bien avant même, vaguement j'ai entendu parler de l'ostéopathie, mais pendant les études de kinésithérapie, j'ai entendu dès la première année, de façon plus précise, entendu parler d'ostéopathie, et j'ai su très rapidement que dès que je terminerai mes études de kinésithérapie, je ferai une formation d'ostéopathe. Pourquoi ? Parce que j'avais l'impression que l'ostéopathie répondait encore mieux à une compréhension de l'être humain et une compréhension de la vie surtout, parce que la philosophie de l'ostéopathie, elle est précise, elle est connue, il y a des gens qui font un travail remarquable à ce niveau-là, mais c'est surtout aussi une philosophie de vie, une philosophie de la santé, de la vie, du bien-être. Et donc j'étais attiré par toujours ce beau, ce bon, ce meilleur qu'il pouvait y avoir dans l'être humain. Alors ça, c'est lié à mon histoire, et c'est lié de là où je pars. Et en tant qu'ostéopathe, je suis toujours intéressé donc à différentes voies et différentes méthodes. Et je me suis rapidement ensuite intéressé à la psychologie transpersonnelle. J'ai fait différentes formations dans ce champ-là. Je me suis intéressé au travail sur la structure énergétique. Je me suis intéressé aux états de conscience modifiés. Voilà, j'ai fait des tas de formations, de séminaires là-dessus, toujours dans l'esprit d'essayer de comprendre. Alors, en parallèle, c'était à la fois pour aider les autres, mais en même temps, c'était un travail sur moi. Je veux dire, ce qui m'a mobilisé, ça serait moi de grandir, de croître, de guérir ce qu'il y avait à guérir en moi, qu'il y a chez les êtres humains que nous sommes. Et ensuite, il s'est passé un événement important dans les années 96-97, en fait, à côté de ma pratique de praticien, donc un peu différencié, comme je l'évoquais. J'avais un cabinet qui marchait bien, un cabinet d'ostéopathie, où je faisais un travail sur la structure énergétique du corps humain, je faisais des régressions, j'avais mis en place, je faisais un travail sur l'état de conscience modifié, et j'avais mis en place des ateliers. Des ateliers que j'avais appelés le corps conscient à l'époque. Ce mot était très peu, cette synergie de mots, corps conscient, était très peu utilisée. Donc, il y a 22-23 ans, j'avais mis en place des ateliers que j'avais fait rayonner en Haute-Normandie, à différents endroits, dans mon cabinet et puis ailleurs. Je faisais des séminaires, j'avais commencé à faire des séminaires sur la conscience, des conférences, etc. Et tout ça, voilà, dans l'esprit de nourrir les autres, et puis moi, aussi de continuer à croître, à travailler sur moi. Et là, il s'est passé un événement. Bon, parce qu'à côté du fait d'être dans une pratique, comme je le disais, j'étais aussi un militant associatif. J'ai concouru, j'ai créé différentes associations, et j'ai notamment participé à une association de spectacles de fiction historique où j'habitais, qui avait mobilisé beaucoup de gens dans le canton,
tant dans la fabrication de ce qu'il y avait à faire, des costumes, des choses, etc. Et pendant plusieurs années, j'ai eu un plaisir immense. J'ai touché là des sensations de plaisir comme je n'avais encore jamais peut-être touché, si ce n'est dans mon enfance et mon adolescence, dans ma vie avec mes copains. Mais vraiment, j'ai touché des choses importantes. Et à côté de ça, j'ai commencé à m'ennuyer dans mon cabinet. Alors, m'ennuyer non pas dans le fait de soigner les gens, mais d'être seul. Même si j'appartenais à des associations d'ostéopathes, même si je faisais des séminaires, je rencontrais beaucoup de gens, j'étais en réseau, etc., j'ai eu un sentiment où il fallait que j'ouvre, il fallait que je sorte un peu de mon cabinet. Et je me suis dit, voilà, je voudrais à la fois toucher le plaisir, les sensations, à la fois individuelles, mais de coopération, d'interaction, de lien social que j'avais rencontré dans cette association culturelle, hein, et en même temps le vivre à partir de ma compétence de professionnel de santé. Et je ne savais pas comment faire. Donc j'ai fait une chose, c'est que je suis allé à la NPE. Alors à l'époque, j'avais un cabinet qui marchait fort. Hein, j'avais beaucoup de travail. Et un cabinet qui marchait fort, un cabinet d'ostéopathie qui marchait fort à cette époque-là, c'était pas gagné, hein, l'ostéopathie n'était pas reconnue, beaucoup d'ostéopathes étaient embêtés, mais bon, je faisais partie d'associations où les gens qui s'occupaient de nous protéger étaient vraiment très forts et brillants, et je tiens au passage à les saluer, je les nomme pas, mais je fais partie d'ailleurs toujours d'une association, et j'en fais toujours partie, même si j'œuvre moins comme ostéopathe, avec des gens qui ont vraiment contribué à faire ce qu'est l'ostéopathie et aujourd'hui et à nous aider, quoi. Donc je suis allé à la NPE, j'ai rencontré une conseillère qui m'a donné un rendez-vous et je lui ai dit voilà, j'ai un cabinet d'ostéopathie qui marche très fort, mais j'aimerais pouvoir intervenir dans la vie associative. Alors je ne savais pas ce qu'était réellement tout le tissu associatif, du social, de l'insertion, du soin. J'avais une représentation de l'associatif, du culturel ou du club sportif. Et je lui ai dit, voilà, je souhaiterais pouvoir exercer ma compétence d'ostéopathe, de formateur, puisque je faisais déjà des formations. Et elle m'a regardé avec des grands yeux en me disant, mais c'est pas... Elle n'a pas compris, quoi. Je lui ai créé un excès de réalité, un professionnel ostéopathe, un cabinet qui marche très fort, qui va en sortir et qui va à la NPE. À l'époque, on ne disait pas le Pôle emploi, on disait la NPE. Donc en fait, elle n'a pas pu m'aider, quoi, me répondre à ma demande, et je lui en veux pas. Hein, Et là, il s'est passé un phénomène. C'est qu'avant de partir, il y avait une grande salle où les gens travaillaient leur CV, là, puis il y avait des annonces. Et j'ai vu une annonce où c'était marqué hôpital de tel endroit, hôpital régional, cherche un kinésithérapeute. Alors un hôpital régional, c'est un hôpital où il y a de la gériatrie et une maison de retraite. Donc mon intuition, mon instinct me disait vas-y. Et mon ego me disait maintenant, Frédéric, t'es kiné, tu soignes des sportifs, t'es ostéo, t'as fait des formations, t'es ceci, t'es cela, tu sais, tu as machin, etc. Tu vas pas aller en gériatrie faire marcher des personnes âgées. Mon ego me disait ça. Hein, quand t'es kiné, tu rêves de soigner les sportifs et pas de t'occuper de personnes âgées, bien qu'il faille le faire. J'ai écouté mon intuition. J'y suis allé, et donc c'était quelques heures par semaine. Et là d'abord, j'ai beaucoup appris, dans cette vacation de quelques heures, j'ai beaucoup appris des personnes âgées, hein, de travailler avec les personnes âgées. Évidemment, je travaillais avec elles complètement différemment que je l'aurais fait quand je suis sorti des études à 20 et quelques années, quoi. Et puis, j'ai l'occasion, dans cet hôpital, il créait un service de santé publique avec des consultations d'addictologie, de tabacologie, et surtout de promotion et d'éducation de la santé. Et là, l'idée de la promotion et d'éducation de la santé m'a interpellé. Alors, j'ai rencontré l'infirmière qui était la coordinatrice et qui m'a dit, mais écoute, dans ce que tu me dis, tu fais de la gestion du stress avec les patients, etc. Tu fais de la relaxation, tu fais plein de choses. Est-ce que tu pourrais pas, on organise des actions de grand public, d'éducation et de promotion à la santé,
Et là, bientôt, on organise une action qui s'appelle Sport et Santé, où sont maillées des actions sportives en relation avec le développement de la santé. Donc là, on est dans les débuts de la promotion et de l'éducation de la santé en France. Elle me dit, tu pourrais essayer de, je lui dis, moi, driver un groupe de jeunes, je ne sais pas faire. Mais si, machin, bon. J'ai écouté mon intuition, et puis il s'est avéré que avec un groupe de jeunes, j'ai eu plusieurs groupes de jeunes, donc je faisais une heure où on discutait sur la santé, c'est quoi la santé, puis je leur faisais une séance de pleine conscience, un mix de pleine conscience et relaxation. Et puis il y a eu un groupe de jeunes qui avait explosé, entre guillemets, tous les ateliers dans lesquels ils étaient passés. Des gamins intenables, qui ne se laissaient pas gérer, qui ne se laissaient pas driver. Et en fait, je le raconterai une autre fois, ça, j'ai réussi à bosser avec eux. Et ça a interrogé tous les responsables. Et donc là, on m'a fait des propositions pour intervenir auprès des professionnels sur des actions de gestion du stress et d'éducation à la santé. Donc là, je suis retourné me former à la dynamique de groupe. Donc j'ai fait une formation en thérapie sociale et un master en sciences de l'éducation d'orientation sociale. Et mon activité est partie. Et là, ce qui me motivait, c'était encore une fois de découvrir du nouveau. C'était découvrir le travail avec les groupes. Alors ensuite, on m'a sollicité sur des enjeux que sont la coopération, faire face à la violence, le travail sur le conflit. J'ai continué à me former, tout en gardant mon activité individuelle de praticien de santé et progressivement d'accompagnement individuel, orientation psychothérapeutique. Voilà. Et ensuite, j'ai commencé à m'ennuyer un petit peu dans le travail que je faisais. Je voulais passer à autre chose. J'avais commencé par la dimension individuelle, je suis passé au travail collectif, en travaillant selon les orientations de la psychosociologie d'intervention et autres, mais j'ai toujours à côté de ça gardé une envie très forte de continuer, et c'est ce que j'ai fait, de continuer à travailler sur moi. J'ai fait une longue analyse, j'ai fait des tas de séminaires, j'ai beaucoup lu sur le développement personnel. À côté, j'ai suivi des enseignements des grands coachs, de grands formateurs. Pendant 11 ans, j'ai suivi des enseignements bouddhistes. Enfin voilà, il y a eu ces deux dimensions en parallèle, et à un moment donné, j'ai commencé un peu à vouloir, à m'ennuyer un petit peu dans le champ social, de l'insertion, etc. Non pas parce que les gens m'ennuient, parce que je voulais passer à autre chose, et peut-être retrouver ce que j'avais initié en allant plus loin. D'où la création de cette entreprise avec toi et avec Justine, et qui aujourd'hui me remotive pour essayer de toucher encore quelque chose de plus grand et de plus beau dans ce qu'on fait, mais pour les autres aussi. Voilà ma quête en fait. Merci pour ces explications et cette description de ton évolution professionnelle. Et là où j'aimerais que tu apportes une précision et des détails, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, et de toute façon de personnes en général, qui ont un désir de changement et d'évolution professionnelle et qui peuvent avoir des excuses, c'est pas facile, je peux pas, j'ai des enfants, j'ai un prêt, etc. Et vu que toi, tu as quand même eu des changements professionnels assez conséquents plusieurs fois dans ta vie, donc à des moments différents, quand tu étais au début de ta carrière, au milieu, là même, ce qu'on pourrait appeler la fin de ta carrière, même si je sais que c'est pas ce que tu penses. Quels détails et quelles stratégies tu pourrais offrir au public pour qu'ils se disent c'est possible, je peux faire évoluer ma situation professionnelle. Ok. Alors je vais essayer de clarifier ça, Bastien, mais en même temps je ne peux pas faire l'économie de parler des obstacles que j'ai rencontrés et des difficultés. De façon automatique, je l'ai conscientisé bien après, en fait moi j'ai toujours été attaché à mes valeurs, notamment une valeur qui est la liberté. Première valeur. Et la liberté, c'est pour ça que je me suis installé très tôt en tant qu'indépendant. Et aussi la liberté d'être libre par rapport aux différents enseignements que je pouvais recevoir. C'est-à-dire que je ne suis jamais rentré dans un dogme. Et mon instinct a fait que j'ai rencontré toujours les bonnes personnes quand il fallait. Mais ce qui m'a permis d'avancer, c'est que j'étais inspiré par des gens. C'est-à-dire que quand j'étais étudiant en kinésithérapie, il y avait des enseignants qui m'ont inspiré. Et ce qui m'inspirait chez eux, enfin en tous les cas ce que je voyais moi, c'était leur liberté d'être, d'agir, de travailler.
d'être bon dans ce qu'il faisait. J'ai été inspiré par beaucoup d'enseignants à l'école d'ostéopathie et après j'ai été inspiré par différents mentors que j'ai essayé de modéliser tout en veillant à rester dans ma liberté. Alors, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que quand je m'étais mis un objectif professionnel, cet objectif-là, je n'ai jamais lâché là-dessus. C'est-à-dire qu'il y avait en moi l'atteinte de l'objectif et beaucoup de peur. Hein, et je reprendrai une expression du philosophe indien Krishnamurti qui dit que le prix de la liberté, c'est l'insécurité. C'est-à-dire que parfois, je me suis insécurisé. Je me suis insécurisé notamment financièrement. Alors j'étais accompagné de quelqu'un qui a accepté et qui a permis ça. Mais voilà, il y a eu des moments d'orage quand même un peu financièrement pour aller vers ce que je voulais faire. Alors, donc, bien clarifier ses valeurs. Quelle est la principale valeur? Alors, c'est un travail profond, la clarification des valeurs, qui vous anime. Deuxièmement, de bien définir son objectif de changement. Si quelqu'un veut changer de métier ou d'activité, il ne s'agit pas de dire je voudrais faire ci, je voudrais faire ça, je voudrais être plus riche, c'est de le préciser. Un objectif, c'est fait de sous-objectifs, c'est fait d'étapes, etc. Donc d'essayer de les préciser, de les profiler. Je dirais aussi que l'insécurité, de l'accepter. Elle est inévitable, pardon. On va s'insécuriser à un moment donné pour se libérer du connu. Quand on veut sortir de sa zone de confort psychique et matérielle, alors on va s'insécuriser et en même temps c'est nécessaire pour garder cette valeur qu'est la liberté, enfin moi c'était le cas, et en même temps ne pas trop s'insécuriser non plus, quoi, hein. Donc c'est le troisième aspect, c'est d'avoir un rapport au temps qui permette à la fois d'exprimer sa liberté, d'exprimer ses objectifs, tout en sachant qu'on va s'insécuriser, mais il ne s'agit pas de s'insécuriser, de lâcher tout l'aspect matériel, de changer de vie, etc. Donc là, il y a une progression dans la temporalité qu'il faut essayer d'anticiper un peu, lâcher un peu sur la frustration, sur la pulsion de vouloir faire les choses tout de suite, qu'elles se réalisent tout de suite, d'accepter un peu la frustration, tout en sachant que de toute façon, les choses se réaliseront. Et je reviens là-dessus, moi je me suis inspiré de beaucoup de gens, quoi, hein. Comme tout à l'heure je le disais, il y a eu beaucoup de praticiens, de formateurs, d'ostéopathes de la génération avant la mienne, qui ont montré le chemin, quoi, et qui ont montré un chemin d'émancipation, en fait. Voilà. Et je terminerai en disant que je disais que mes principales valeurs, c'était la liberté et d'être ouvert, ne pas être pris dans une idéologie. Ça remonte à loin dans mon histoire, je pense. C'est de ne pas... J'ai rapidement compris, en tous les cas, la vie est revenue me chercher à un moment donné. Moi, jusqu'à l'âge de 30 ans, voilà, j'avais ma maison, j'avais mes enfants, j'étais marié, ça se passait bien. J'avais mon cabinet d'ostéopathie, tout allait bien, moi j'avais pas de problème, c'est les autres qui avaient des problèmes. Et la vie est revenue me chercher à ce moment-là. La vie, par les événements, est venue me cogner, et ça a entamé une réflexion profonde que j'avais déjà, mais qui ne l'était pas suffisamment. Et c'est de se dire que de toute façon, il y a quelque chose de plus grand que nous, qui est l'intelligence de la vie, qui nous anime en nous, qui nous met sur un chemin. De toute façon, si on est dans un chemin d'évolution, la vie, elle vous fera aller vers cet objectif. Il y a juste besoin de le profiler un petit peu, quoi. Et les erreurs, voilà, les erreurs à pas commettre, c'est la précipitation, parce que parfois j'ai été précipité. D'accord. C'est de prendre le temps aussi. De préparer voilà. son projet. C'est ça. Et en conscience de la peur qu'elle sera forcément là, l'insécurité sera là, absolument. Et de l'accepter. Il y a le temps. Il y a le temps. Okay. Il y a le temps. Merci. Ce que j'aimerais que tu nous précises maintenant, c'est par rapport à ton dernier changement de vie professionnelle qui est en cours. Ouais. Que tu nous expliques qu'en fait, quelle est ta motivation profonde, parce que d'un point de vue extérieur,
notamment quand on l'explique. À ton âge, 56 ans puis 57 maintenant, ta posture professionnelle, ta situation financière, matérielle, etc. On pourrait croire qu'il n'y a pas besoin de changer et de prendre des risques. Du coup, quelle est ta motivation pour aller vers ce changement et vers cette évolution une nouvelle fois? Alors voilà, cette question-là, en fait, elle est complémentaire de mes réponses à la question que tu me posais précédemment. C'est que cette envie d'une plus grande liberté en partageant mon expérience et mes connaissances, je l'ai vécu il y a une vingtaine d'années, comme j'expliquais en répondant à ta première question, que j'avais commencé à faire des conférences, des séminaires, que j'avais des ateliers, le corps conscient, etc. Et puis, je suis parti vers autre chose en me reformant et j'ai délaissé un peu cet aspect-là en termes de pratique. Mais j'ai toujours continué, moi, à me former pour moi, sur moi, à lire beaucoup, à rencontrer des gens, à faire des séminaires, etc., des formations, dans le champ du développement personnel et spirituel. Et dans l'activité professionnelle que j'ai aujourd'hui, qui me plaît, dans le travail social, dans l'insertion, en santé publique, dans différentes institutions comme consultant, formateur, analyste de pratique, les choses se passent bien, voire même très bien. Et c'est vrai que j'aurais pu continuer dans ce sens-là et attendre une retraite dans quelques années, dans une dizaine d'années, mais j'aurais pas accompli quelque chose que j'avais commencé à accomplir il y a plus de 20 ans. Et si je veux pas avoir de regrets le jour où je ferai mon passage, où je partirai de cette terre, il faut que j'essaye de l'accomplir, en tous les cas que j'essaye. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi j'ai besoin de me sentir nourri intérieurement et de donner en même temps. D'être dans ce double mouvement. Cette sensation-là, je ne l'ai plus suffisamment dans ma pratique actuelle. Je sens que je suis arrivé en limite de quelque chose et qu'il faut que je passe à autre chose. Même si lorsque je suis avec des professionnels, je suis très content, il y a des très belles interactions, on apprend beaucoup les uns des autres et j'ai le sentiment par ce travail de formation, de coopération, parce que moi, mes formations, mes enseignements, ce sont du participatif et de la coopération. Je ne fais pas de téléchargement et Internet pour ça. Ça se passe bien, les gens sont globalement satisfaits, même très satisfaits. Mais voilà, je sens que je suis arrivé en limite de quelque chose et qu'il faut que je passe à autre chose. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Je sens qu'il y a un côté un peu impérieux. D'ailleurs, je l'exprimais depuis 3-4 ans et à certains collègues, quand je leur disais l'autre fois, quand on a créé notre société avec toi et Justine, ça y est, je me lance, parce que j'en avais un peu assez je voulais passer à autre chose. Il y a une collègue qui m'a renvoyé, mais ça fait 2-3 ans que je t'entends dire ça. Et oui, j'attendais. Et donc là, ça rejoint ce que je disais précédemment, c'est que quand vous voulez faire quelque chose et que vous ne savez pas comment le faire, prenez le temps de posez-vous la question comment. Je ne sais pas comment je vais faire. C'est une phrase de Milton Erickson, ça, qui est très, très importante pour mobiliser ses ressources internes ou aider quelqu'un à mobiliser ses ressources. C'est je souhaite aller dans ce sens-là, je souhaite faire ça, mais je ne sais pas. Je ne sais pas comment faire. C'est pas grave. Je suis curieux de savoir comment. Et le comment, il ne vient pas forcément tout de suite. Mais si on reste avec ce focus, à la fois le focus sur je suis curieux de découvrir, avec cette intention-là, et en portant attention aux événements qui vont se produire autour de nous, à un moment donné, ça va se déclencher. C'est d'accepter, de lâcher prise sur le fait de ne pas savoir, tout en gardant son intention et son attention. Et c'est ce que j'ai vécu ces 3 ou 4 dernières années, qui après, on a eu toute cette discussion avec toi et Justine sur qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. C'est arrivé à un moment donné où moi je m'y attendais le moins. J'étais toujours dans le comment. Si ça n'avait pas été comme ça aurait été autrement. Mais voilà, j'ai pris le temps là. Et c'est vrai que je voyais le temps passer. Je me disais, bon voilà, tu arrives à 56 ans, après tu as bientôt 57 ans. Et voilà, les choses se sont produites à un moment donné, et je crois que le message, c'est qu'il n'y a pas d'âge, quoi. C'est d'aller vers ses rêves, c'est d'aller vers ce qu'on a envie, et même si ça ne marchait pas, ça marchera, ça marche déjà, mais si ça n'avait pas du tout marché, bah, au moins j'aurais essayé, tu auras essayé, Justine aussi.
Et c'est ça le principal, pas avoir de regrets ensuite. Donc merci beaucoup d'avoir écouté Frédéric sur son évolution professionnelle et les différentes stratégies et manières de penser et de faire qu'il a mis en place. C'était un réel plaisir de te poser ces questions. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt.